Bienvenue, bienvenue Alexandre. Tu es arrivé presque en retard, tu viens en Théo? Je suis venu en Théo. Je devais avoir un micro, je suis venu en Théo. La Théo est dehors. Alors, pour ceux qui croient que c'est pas facile de se déplacer en voiture électrique, je fais Baie-Saint-Paul régulièrement en 100% électrique. Alors, on est très content de faire ça. Et le pitch, je n'ai pas encore posé de questions, puis pitch déjà. On va te parler, nous, pendant une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, et après, il y a une période de questions. Stéphane va se promener avec le micro, donc retenez vos questions pour tantôt, mais on va se garder une période de questions d'une quinzaine de minutes. Je te lancerai, Alexandre, on peut se tutoyer, c'est pas la première fois que je te prends. Là, je t'interviewe, parce que je n'avais pas autant d'interviews depuis que j'ai quitté Radio-Canada. Mais, première question, je parlais des changements qui ont marqué le numérique. Toi qui es beaucoup présent donc, dans le numérique, première question, qu'est-ce qui a changé quand on dirige une entreprise à l'ère numérique? Quels sont les changements les plus profonds que tu as? C'est clair qu'aujourd'hui, rejoindre le consommateur, comment est-ce qu'on va le rejoindre? C'est définitivement par la voie numérique, parce que la voie numérique a permis de bien comprendre combien est-ce que ça coûte rejoindre quelqu'un et combien est-ce qu'on va devoir dépenser en pourcentage pour pouvoir faire de l'acquisition. Et on s'en va de plus en plus vers du « eat what you kill ». Hein? C'est-à-dire au niveau des annonceurs, on va vraiment migrer vers aller chercher un pourcentage des revenus. Google aujourd'hui, c'est un engin qui permet d'aller chercher pour eux la plus importante marge brute possible sur la marge que quelqu'un fait. C'est un algorithme fantastique. Petit à petit, ils vont arriver à ce que Uber réussit à faire, c'est-à-dire chercher presque 100% de la profitabilité des commerçants. C'est un algorithme qui est fantastique et dangereux aussi. Extrêmement dangereux, on le sait. Je suis très fébrile en passant d'être ici. J'ai tellement de choses à partager avec toi. Lâche-toi douce. Non, j'ai beaucoup de choses à partager, puis je suis très honoré parce que je fais partie de l'association du multimédia. J'étais avec Gilbert Ouellet, on a été parmi les pionniers, les grands-pères, on est parmi les grands-pères. Toi, Gilbert, t'es plus vieux que moi, toi, t'es presque l'arrière-grand-père du multimédia au Québec. Alors, je suis très flatté, honoré d'être ici. On est à un moment charnière dans notre vie de Québécois. On est à un moment charnière dans notre vie de francophones. Et il y a un énorme danger. On n'est pas dans le supplice de la goutte chinoise. Ça va beaucoup plus vite que ça. Ce sont d'énormes vannes qui sont ouvertes et qui sont en train de nous avaler tout rond. L'indépendance médiatique au Québec, l'indépendance culturelle est en danger et il va falloir qu'on se rende compte aujourd'hui que ce qui est en train de se passer dans le téléphone des gens, parce que l'avenir aujourd'hui c'est beaucoup le téléphone, ce qui se passe dans le téléphone des gens c'est des pourcentages d'heures d'écoute à l'extérieur de ce que vous faites au niveau des courriels, et le pourcentage d'heures d'écoute aujourd'hui, c'est en grande majorité sur Facebook et sur Google. Et si on ne fait pas quelque chose d'ambitieux, de drastique, on va tout perdre. Faire quelque chose, c'est la prochaine question. Nous, on va jaser pendant 2 jours de ce qu'on doit faire, des pistes qu'on doit élaborer. Tu as peut-être un peu donné la réponse, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? À côté de quoi il ne faut pas passer? Il y a un truc là, à côté de quoi il ne faut pas passer. Qu'est-ce qui te semble absolument fondamental actuellement pour réussir une transformation numérique au Québec comme les entreprises? Alors, pour moi, la première chose, c'est de reconnaître que rien n'est joué. C'est-à-dire que si demain matin, on s'assoit puis on baisse les bras puis on dit, bon, le média social, c'est Facebook. Le vidéo en ligne, c'est YouTube. L'engin de recherche, c'est Google. On est foutu. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, je pense, de faire, c'est de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 95% des amis qu'on a, nous, sur Facebook, sont des Québécois. Pourquoi est-ce qu'on donnerait, ad vitam aeternam, le contrôle de cette plateforme-là à des gens qui font tout l'argent et nous, on gagne rien du tout de ça, avec un danger fantastique, naturellement, l'algorithmie, qui fait qu'aujourd'hui, on utilise les médias québécois pour populer les articles. On le voit, nous, chez Voir. On publie des articles sur Voir. Quand ils sont bien relayés, c'est fantastique. On a beaucoup de gens qui viennent sur Voir. Dernièrement, Apple s'est lancé, vous le savez, dans les articles sur les téléphones. Ça vous démontre à quel point est-ce que le téléphone est rendu important. Quand une chronique de Voir se retrouve sur la liste des articles poussés chez les propriétaires d'iPhone au Québec,
nos statistiques explosent. Quand je vous dis explose, là, c'est pas 2 fois plus de trafic, c'est 20 fois plus de trafic qu'on n'en a jamais vu. Au début, on pensait qu'il y avait des attaques de la Russie. C'était extraordinaire. On a un ping of death, il y a quelque chose qui se passe. Non, pas du tout. Ça me démontre aujourd'hui à quel point est-ce que le téléphone est rendu au centre, que l'algorithmie est rendue au centre et que c'est eux qui contrôlent ce que nous voyons. Donc toi, tu penses qu'il faut développer un ou des moteurs de recherche québécois, Facebook québécois, Google québécois? Pas des. Il faut qu'on comprenne une chose. Nous avons un ennemi commun. On a tous le même ennemi. Et si on commence à développer nos petites patentes dans notre cours, à gauche, à droite, même si on est gros comme Jessica, même si on est gros comme Capital Média, on n'y gagnera pas. On ne sera jamais capable. On s'en va à la guerre avec un lance-patate. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a jamais gagné de guerre avec des lance-patates. Alors il va falloir qu'on soit capable de gagner une guerre en se mettant tous ensemble. Il n'y a aucune raison que, technologiquement parlant, on ne soit pas capable de compétitionner ce qui se passe au niveau international. On a les cerveaux les plus évolués en termes d'algorithmie, en termes d'intelligence artificielle, en termes de développement Internet. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de compétitionner à armes égales. Quand on veut offrir aujourd'hui de la rentabilité à nos commerçants locaux, parce qu'il y a bien entendu les médias dit annonceur, qui dit annonceur dit vente. Ben Amazon, aujourd'hui, c'est notre ennemi commun. C'est l'ennemi commun de tous les commerçants québécois. Et quand on dit on va mettre en place une stratégie qui va être YouTube, qui va être Facebook, il faut qu'on ait une stratégie également qui soit Amazon. Aujourd'hui, quand on dit on va mutualiser une plateforme et on va travailler ensemble pour développer une plateforme comme un Facebook québécois, comme un YouTube, il faut qu'on développe un Amazon, il faut qu'on développe la logistique, il faut qu'on ait les robots les plus sophistiqués pour être les plus efficaces au niveau de la livraison de nos colis au Québec et par la suite ailleurs. Parce que j'ai presque l'air d'un militant de la CSN. Camarades! En tout cas, c'est clair, c'est un projet clair. Là, je suis en train de me dire comment on va retomber à temps, j'ai d'autres questions quand même. Je vais te parler de Théo un peu, parce qu'il y a un parallèle dans le fond. Parce que le parallèle avec Hubert, c'est évident, je t'écoutais parler de Google qui prend tout, Hubert fait ça. Théo, d'abord, rapidement, parce que je t'ai déjà entendu raconter, mais c'est intéressant pour ceux qui l'ont pas. Comment t'es venu, Théo? Comment c'est arrivé ça? Alors, je vais retourner à la CSN, tu vas voir, ça m'apparaît important parce que, non, mais Théo est arrivé d'un contexte assez grave. Je me suis réveillé le matin, je me suis rendu compte que la voiture était le facteur le plus important d'appauvrissement collectif et individuel. Et j'ai pris la décision de me débarrasser de toutes mes voitures. J'ai plus de voiture depuis 4 ans et j'ai décidé de prendre des taxis. La vraie histoire, là, c'est que j'ai presque eu un accident en textant au volant. Okay? Et là, je me suis dit, c'est ridicule. Je ne laisserai pas mon téléphone parce que je suis vraiment accro aux médias sociaux. D'ailleurs, il faut qu'une plateforme québécoise soit mise rapidement en place. Et je me suis dit, je vais laisser tomber ça. Alors, j'ai pris des taxis et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tant qu'on ne règle pas la précarité extrême dans laquelle se trouvent aujourd'hui les chauffeurs de taxi, on ne sera pas capable de régler le problème du transport dans le taxi. Et c'est à ça qu'on s'est attaqué initialement. On a offert des conditions, 15 $ de l'heure à nos chauffeurs, plus bénéfices sociaux, ça nous coûte 18 $ de l'heure. L'industrie fait en moyenne 20 $ de l'heure dans le taxi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire 30 $ de l'heure, 50% plus que notre compétition. Uber fait 20 $ de l'heure. Uber se crisse carrément des conditions des chauffeurs. En fait, le plan d'affaires de Uber, c'est de convaincre ces investisseurs qui en auront plus besoin de chauffeurs dans 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que vous voyez autant de publicité au niveau de la voiture autonome, parce que les maudits chauffeurs, ça leur coûte 70% de leurs revenus. Et en fait, eux, c'est quoi? C'est une plateforme de lead generation pour des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, aujourd'hui, font 8 à 9 $ de l'heure. Est-ce que c'est ce qu'on veut comme société, de créer une productivité sur le dos de la classe moyenne? Et quand on dit aujourd'hui créer une productivité sur le dos de la classe moyenne, c'est aussi créer une productivité sur le dos des médias locaux, sur la culture locale. On est tous en train de passer dans la même moulinette. On est l'équivalent en culture des chauffeurs de Uber, et ils nous ont dans notre mire. Dans 5 ans, ils vont se débarrasser de nous. Dans le cas de Théo, c'est intéressant parce que le parallèle, il y a des entreprises ici qui sont intéressantes, il y a des plus vieilles entreprises qui doivent passer au niveau
Tu as acheté Diamond aussi, Diamond. Comment tu comparerais créer Théo, from scratch, dans le fond, tu l'as inventé, Théo, la couleur des genres, le choix des genres de trucs, et acheter Diamond avec sa culture, puis le transformer? Quelle comparaison tu fais entre les deux? Lequel est pour l'instant le plus simple? Le plus simple, c'est Diamond. Ah oui? Oui. J'étais sûr parce que... Non, le plus simple, c'est Diamond. Théo, c'est un projet extrêmement compliqué, le projet le plus complexe sur lequel nos équipes ont travaillé depuis toujours, parce que il y a des questions de ressources humaines, il y a des questions de réinvention de modèles d'affaires, il y a des questions sociales, il y a des questions d'opération. On opère notre propre flotte, ce que à peu près personne ne fait dans l'industrie du taxi au monde. Et on est convaincu qu'on a un modèle qui est créatif, qui est différencié et qui va nous permettre de gagner, qui va nous permettre après ça de prendre ce modèle-là et de l'implanter dans d'autres villes. Toutes les villes dans le monde ont le même problème que Montréal. La compétition de Uber, et personne ne s'est attaqué au problème que nous essayons de régler, qui est d'arriver avec un projet social, écologique, mais qui est également profitable. Parce que je ne suis pas en train de parler de socialisme ou de ce qu'un grand dirigeant d'une grande entreprise française m'a traité la semaine dernière. J'étais très surpris de ça. Il m'a dit que j'étais un crypto-communiste. Moi, je pense que on doit inventer au Québec. Faut qu'on arrête de parler de la CSN, on parle de ça. Non, mais il faut qu'on invente au Québec du capitalisme renouvelé, du capitalisme social. Et pour paraphraser René Lévesque, je pense que c'est ce qui va faire de nous quelque chose comme un grand peuple. Théo, si je comprends bien, c'est la rencontre, dans le fond, c'est vrai qu'il y a des grandes rencontres de l'opportunité technologique, que ça offre, l'opportunité numérique, de repenser le service complètement, mais aussi d'une industrie qui avait un peu dormi sur l'interrupteur pendant un assez long bout de temps, une sécurité inerte. Dans le fond, il y avait un besoin qui était encore là, une industrie inerte, mais un potentiel technologique. Est-ce que je me trompe, c'est après ça la rencontre? On peut faire un parallèle avec l'industrie du média. Si. Parce que la prochaine question, je m'en allais là. Un jour, Alexandre est venu à HEC dans un cours et il faisait le dragon. On avait fait un truc, il y avait des gens qui présentaient les modèles d'affaires, je me souviens de ça. Et à un moment donné, il y a un étudiant, moi, je pense que c'est moi qui ai demandé, il y a 2 ans, est-ce que tu investirais dans le monde des médias, toi? Tu n'aurais voulu jamais. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que ce qui s'est passé dans l'industrie du taxi, quand on regarde aujourd'hui, quand on s'est vu cette fois-là, quand on regardait les multiples auxquels les entreprises se vendaient, c'était des multiples extrêmement élevés. Aujourd'hui, les chaînes spécialisées, si vous dirigez une chaîne spécialisée, je serais extrêmement inquiet pour votre avenir. On a créé, malheureusement, dans l'industrie des médias au Québec, beaucoup de, excusez-moi, m'en voulez pas, là, mais de fat cats. Okay? Beaucoup. Des gens qui n'avaient pas besoin de prendre beaucoup de risques entrepreneuriales pour faire pas mal d'argent. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et le combat aujourd'hui va se faire, il faut réinventer les modèles d'affaires pour trouver comment est-ce qu'on va être financé. Je pense que ça ne peut pas venir exclusivement de l'État qui va augmenter sa contribution. Il faut que l'État nous aide à réinventer notre modèle d'affaires, mais qu'elle soit capable d'en sortir. Parce qu'on ne peut pas maintenir le statu quo en termes de financement public, selon moi. Ben, ça nous amène un peu à 3 thématiques d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat de vente. Parce que dans le fond, c'est ce que tu dis, si l'État est moins présent, on a besoin d'entrepreneurs capables de capitaliser, capables d'investir, capables d'innover, capables d'oser un peu. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat dans le monde, notamment de la culture et des médias et des industries créatives de façon générale, l'entrepreneuriat est vraiment une solution puissante? C'est très clair. C'est une solution puissante et juste pour, je dirais, raffiner ce que tu disais, je ne suis pas je suis pas pour le désinvestissement de l'État. Au contraire, l'État doit maintenir le niveau de financement de la culture. La culture est un investissement dans le bonheur de la population, dans le cerveau de notre population. C'est de l'éducation de la culture et c'est extrêmement important. Mais de là à dire, parce que les revenus descendent en publicité, qu'on va remplacer les publicitaires par l'État, ça, selon moi, c'est un grand danger. Et c'est clair que les entrepreneurs aujourd'hui ont un rôle fondamental à jouer dans la réinvention des modèles d'affaires, dans la création d'une coalition ensemble
pour envoyer un message au gouvernement qui dit, regardez, voici un plan que l'on a, voici les objectifs importants que l'on se doit d'atteindre, voici l'ambition que l'on a pour le Québec. Aidez-nous à mettre ça en place une fois qu'on va avoir réussi ça, si on y réussit. Et je pense que c'est un pari qui est, on ne peut pas ne pas faire, on ne peut pas le faire. Il faut absolument le faire. Et une fois qu'on aura réussi ça, si on réussit, je ne vois pas pourquoi, avec tout le monde qui est ici, on ne serait pas capable de réussir. Après ça, ça nous permettra de passer à une autre étape. Ça nous permettra d'aller chercher le pourcentage de la marge brute auquel je faisais référence, nous s'approprier ce pourcentage de la marge brute, cette marge brute-là, parce qu'il n'y a personne de mieux positionné que nous pour avoir une relation privilégiée avec les Québécois. Et quand on regarde le PIB du Québec, nous avons la capacité de pouvoir maintenir, entretenir, développer ce genre d'outils-là en se faisant payer un 3% sur les revenus, par exemple, du détail du Québec, si on est capable de livrer la plateforme des auditeurs. Alors, naturellement, tout n'est pas qu'une question d'argent. Et je me fais souvent reprocher de dire, tu regardes tout le temps les choses avec l'argent. J'ai un cœur aussi, là. Non, c'est vrai, voyez-le. Et c'est important, mais c'est essentiel de regarder l'aspect économique, comment est-ce qu'on est en mesure de justifier ça. Je m'en allais là justement quand je me disais, tu as dit bon, la culture pour le bonheur, tout ça. La place de la culture dans l'économie, on n'en parle peut-être pas assez, la place des industries culturelles, des entrepreneurs culturels. Je trouve qu'on a souvent un peu la perception au sein de l'État que tout ça, c'est de la bienfaisance, c'est de la générosité, mais la culture dans l'économie, c'est important aussi. Tu peux pas par le musée, tu peux par d'autres choses, tu peux par les médias. La culture est essentielle. C'est la seule raison pour laquelle est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne s'en aident pas la vie. Ça prend une justification à notre vie, ça prend une justification, et je pense que ça passe par, l'entraide. Je pense que de participer globalement ensemble à une société et être capable de sentir qu'on fait une différence, c'est un élément fondamental du rôle de chacun des individus et du rôle de l'épanouissement de chacun des individus, et de participer ensemble à une société qui nous représente, qui reflète ce qu'on est, qui nourrit notre âme. Si on n'a pas ça, on fait quoi là? Il y a dans le monde de la culture, des industries créatives actuelles, un des enjeux qui découle du numérique, c'est la mondialisation. Jusqu'à récemment, on pensait que la mondialisation ne reculerait pas. Là, on ne sait plus, quelque part en arrière quand même. Mais est-ce que la mondialisation, pour toi, parce que quand tu parles du banc, tu dis il faut amener ça chez nous, quand tu parles de Google, tu dis il faut qu'on mette nos moteurs de recherche. La mondialisation, tu le vois d'abord comme une menace, parce que ça a l'air de ça des fois, ou comme une opportunité pour toi pour exporter tes hauts, pour exporter tes idées? Et effectivement, je le vois comme une opportunité. Il ne faut pas, je pense, être qu'un village isolé qui n'exportera pas. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit très, très fort dans notre pays pour être performant au niveau de l'exportation. Si on le regarde aujourd'hui au niveau de la musique, au niveau du film, au niveau du livre, à la base, la consommation de cette culture-là se fait localement. Et on est en mesure de développer des occasions, de créer, oui, bien sûr, des cirques du soleil, des 7 doigts de la main, des pique-niques électroniques maintenant qui sont un peu partout dans le monde. Ça, ce sont de formidables opportunités. Il faut le développer. On parlait de protectionnisme tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Je pense que la Chine, qui n'est pas réputée pour être le pays le plus démocratique ou qui offre le plus de liberté de presse possible, je suis d'accord, mais a quand même pris une décision incroyable. Ils ont décidé de barrer les Facebook, ils ont décidé de barrer les Messengers. Je ne suggère pas que c'est ce que nous devons faire, ok? Mais je termine là-dessus. Ils ont décidé de barrer ça. Quand on va en Chine, on installe un petit logiciel, ça prend 30 secondes et on est en mesure d'avoir accès à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une idéologie de parti où on va mourir si on ouvre Internet ou autre. Mais grâce à ça, aujourd'hui, 99% des Chinois sont sur WeChat, qui est une plateforme qui appartient à la Chine. C'est pas un exemple, je pense, de liberté d'expression, on s'entend. Et en termes de capacité, je pense que ça peut se faire différemment au Québec. Je pense que si demain matin, les 1000 personnes les plus présentes sur Facebook au Québec envoyaient un message comme quoi on s'en va sur le nouveau Facebook québécois qui est promu par l'ensemble des médias du Québec, bien, ça serait, je pense,
un geste extrêmement courageux, puis un geste de liberté. C'est un geste de liberté qu'on se doit faire. Maintenant, tu fais partie de l'industrie des médias aussi avec Mishmash. Le concept de Mishmash, je pense que c'est assez large. Il y a la partie média et la partie divertissement. Grosso modo, dans ta tête, Mishmash, comment tu le définis? Alors, on appelle ça un collectif expérientiel. Donc, c'est un mishmash, ça vient de l'omelette qu'on trouve chez Beauties, là, qui mettait un paquet de choses là, qui ont l'air... Troisième référence au 20e siècle. Oui, l'omelette mishmash, qui a l'air un peu indigeste, mais qui est finalement extrêmement bonne. Et notre pari aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet d'entreprises dans le milieu culturel qui sont trop petites pour être grosses, trop grosses pour être petites, et qui sont en mesure de travailler ensemble pour développer, que ce soit des stratégies de commercialisation, du licensing, des stratégies de financement. On veut faire travailler tous ces gens-là ensemble. Vous allez voir déjà les fruits cette année du travail, par exemple, de Claude Larrivée, de la Tribu, qui est aussi président de la DISC, Joie Solange qui est là, et Pascal Lefebvre et toute son équipe de technique électronique. On va lancer cette année 2 nouveaux festivals. C'est des festivals qui sont lancés entre la Tribu et Picnic. C'est formidable. Alors, on a réussi à faire ça. On est en train d'exporter encore davantage le talent de Picnic. On a un projet complètement fou pour Igloo Fest. On veut que Igloo soit disponible dans des villes où il ne fait pas froid. Alors, on a une idée par rapport à ça. Et on va être agressif. On va vouloir être dans la production télé. On va vouloir être dans la production de spectacles live. On va annoncer qu'on rapatrie X3 Productions, qui était notre business de Traveling Exhibition. On met le sommet de Place du Marais aussi à l'intérieur de Mishmash, donc des salles de diffusion. On a un objectif aujourd'hui, on fait 65-70 millions de chiffre d'affaires. On veut monter ça à 250 millions de chiffre d'affaires dans les 3 ou 4 prochaines années. Incluant la partie Mishmash Media, donc actualité, voir. Pour nous, la combinaison du divertissement et du contenu est très importante. Jessica a fait plusieurs belles choses. Une des choses qui m'a le plus, je dirais, pas surpris, mais qui m'a flabbergasté, c'est à quel point est-ce qu'ils ont réussi à monétiser leurs médias qui rapportaient plus d'annonces pour créer une marque qui s'appelle Duproprio. Les gens connaissent Duproprio. Hein? Alors, Duproprio, c'est une marque qui a été créée par Jessica. Ils ont utilisé de l'inventaire invendu pour créer une marque de vente de maisons directement du propriétaire. Ils ont réussi à monter une business qui, en l'espace de moins de 2-3 ans, a créé une marque que tout le monde reconnaissait. Tout le monde connaissait, naturellement, parce que les médias, c'est à ça que ça sert. Et ils ont vendu cette entreprise-là l'année dernière pour 61 millions de dollars à Mediagriffe. S'ils avaient vendu l'inventaire média, ils auraient eu peut-être 1,5 million, 2 millions. Ils ont réussi à faire 30 fois plus de revenus parce qu'ils ont réussi, et c'est un peu ce que je propose de faire dans le modèle d'un Facebook québécois, de monétiser la relation privilégiée qu'on a avec les Québécois, parce que c'est nous, et de pouvoir créer des marques fortes au niveau de médias sociaux, de commerce électronique et autres. Parce qu'actuellement, dans le domaine de la pub, je disais que c'est 2 $ sur 3 de la publicité média qui va directement chez Facebook. Et c'est une tendance qui s'accélère. Hier, j'étais dans mon lit et je regardais, une vidéo, et c'est une vidéo d'un média québécois. La vidéo a arrêté, puis il y a une publicité de Facebook qui a commencé. C'était la première fois que je voyais ça. Une publicité de 15 secondes. Et après ça, la vidéo a continué. Non, mais ça n'a pas de motif comme ça. Une dernière question avant d'aller au public pour la période de questions. J'ai vu une photo hier avec Dominique Anglade. Je sais que tu ne vas pas faire de politique, on n'ira pas là. Mais je te donne la job de Dominique Anglade demain. Tu es ministre de l'Économie et du Numérique. C'est quoi tes 3 premières décisions pour favoriser pour structurer l'industrie du numérique au Québec? Tu es ministre, là, tu vas faire ta conférence de presse dans 1 heure, tu as 3 idées pour toi. Je pense que je les ai pas mal dites. Oui, mais les 3 plus grandes, là. Les 3, il faut que tu annonces tout de suite. Les 3 plus grandes, la première chose, c'est qu'on mettra en place un programme ambitieux de développement d'une structure conjointe pour l'ensemble des médias québécois, qui développerait ce qui se fait de mieux en termes de régie publicitaire, en termes de médias sociaux, en termes de visionnement vidéo. Et je ferai un deal avec l'industrie, je mettrai 100 millions là-dedans. Je ferai un deal avec l'industrie va participer tous ensemble, vous allez funder 50%
et le gouvernement va fonder l'autre 50%. Comme une société d'État? Non, non, absolument pas. Ce serait une coop détenue par l'ensemble des médias québécois dans lequel le gouvernement investirait une cinquantaine de millions. Deuxième idée. Deuxième idée. Alors, là, c'est parce que j'en ai mis plusieurs dans une. Là. Je vais essayer d'en prendre une autre. Le Canadien gagne ce soir, je pense. Hein? Oui. Oui. Bon. Alors, le deuxième, naturellement, la question de l'exportation est un enjeu important. Aujourd'hui, on n'encourage pas nécessairement un comportement entrepreneurial dans le milieu de la culture aujourd'hui. Alors, il faudrait revoir comment est-ce qu'on peut permettre à un entrepreneur de peut-être aller chercher une partie avant le financement public pour l'inciter à faire de la commercialisation internationale et dans un deuxième temps, de voir comment est-ce qu'on peut aussi encourager la mise en place d'ententes de licences internationales. Parce qu'on le voit, on a fait, nous, on est producteurs avec Pierre Dufour, qui est vraiment Pierre Dufour, l'ancien directeur général de l'Opéra de Montréal, a pris la décision à 54 ans d'hypothéquer sa maison, okay, pour financer l'Opéra de Ward. Il a hypothéqué sa maison. Et moi, j'ai travaillé avec Pierre pendant 7 ans à titre de président du conseil d'administration de l'Opéra. On l'a accompagné, on a mis l'argent requis pour que ce produit-là se fasse. Et aujourd'hui, The Wall va être un succès international. On fait travailler des ressources du Québec. On est en mesure d'aller chercher une licence internationale. Ça nous coûte beaucoup moins cher en marketing. Et aujourd'hui, on va être présent probablement pendant les 10 prochaines années dans une trentaine, une quarantaine de maisons d'opéra dans le monde. On a un modèle aujourd'hui. On va vouloir répliquer ce modèle-là en allant chercher d'autres licences. Donc, mettre en place un programme pour financer ça. Une troisième rapide, là. Une troisième rapide. Sylvain, dis-moi toi, qu'est-ce que tu ferais? Non, j'aurais à la pire, c'est que j'aurais tellement de réponses, mais c'est pas moi qu'on a vu. Mais maintenant, c'est à votre tour, est-ce que vous avez des questions? Oui. Et Stéphane est là avec le micro. Oui, je vais t'enlever le tien. Vous avez partagé ce micro-là, donc on a une dizaine de minutes. Je vais me diriger vers vous. Je vais me diriger vers vous, levez la main, faites-moi signe. Madame Drouin, je peux être allé, j'arrive. On va prendre donc une dizaine de minutes. Et je pense qu'après ça, Alexandre va nous faire chanter l'International Socialiste. Oui, monsieur! Voilà. Alors, faites-moi signe, Solange Drouin donc, et puis je vais essayer de respecter l'ordre si vous avez quelque chose à dire. Alors, Solange. J'aurais plusieurs questions. J'espère que tu es là pendant les 2 jours, je ne sais pas, mais en tout cas. Ce qui brûle plus les lèvres, c'est les modèles dont tu parles sont très intéressants, mais ça commande de choisir des modèles, des projets très porteurs. Et ça, dans notre système de subvention et d'apport public d'argent, souvent on essaie de saupoudrer l'argent et tout le monde a droit à sa subvention. C'est vraiment, on le sent, ça crie, puis, tu sais, on dit non, on dit oui, on dit non souvent, mais on dit oui beaucoup aussi, mais ça demande de concentrer des aides. Puis je pense que ça sera un changement de culture très important, mais comment tu réconcilies tout ce que tu dis avec une espèce de diversité quand même de projets, mais j'ai comme l'impression que le nombre de projets aidés ou de plateformes, c'est quand même, c'est pas infini non plus. C'est vraiment des projets très précis dans lesquels il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire pas de l'argent pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre son téléphone aujourd'hui puis regarder où les gens mettent du temps. Alors, il faut qu'on soit capable de voir comment est-ce qu'on va capturer le temps passé sur le téléphone par les Québécois. Et il n'y a pas 28 applications qui font ça, il y en a 3. Et ces 3 applications, ça doit être une priorité. Et si on contrôle ça, on va avoir beaucoup plus de facilité aujourd'hui à faire ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à la neutralité du net. Les gens qui pensent à la neutralité du net, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Il n'est pas neutre, le net. Le net, aujourd'hui, le fait que 0,1% du contenu génère 50% des revenus, c'est quoi? C'est
les palmarès sur Spotify, sur iTunes, ce qui est présenté en front page sur Netflix. Et tant qu'on n'impose pas des quotas à ces gens-là, on va avoir un sérieux problème. Alors aujourd'hui, est-ce que politiquement ils sont capables de le faire? Est-ce que légalement ils sont capables de le faire? Tu sais, Solange, on a déposé une proposition assez innovatrice au niveau des droits d'auteur, au niveau de la musique, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'on soit créatif aussi dans notre capacité à titre de société de réglementer et de s'approprier ce territoire-là. Alors, mais je reviens à ta réponse. On doit faire les trois trucs, là, les trois choses importantes. Là. Ça, pour moi, c'est une priorité. Il faut que ce soit fait de façon mutualisée. Et après ça, ça va bénéficier à tout le monde. À tout le monde. Parce que le contenu québécois va pouvoir être poussé là-dessus et on va pouvoir prendre contrôle de nos antennes. Parce que ce qui a sauvé la musique francophone, c'est les quotas de musique francophone. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas moins de quotas. Faites-moi pas croire qu'on a besoin de moins de quotas. On en a besoin de plus de quotas. Bien. De ce côté-ci, Alexandre et Sylvain, et je demanderai aux gens qui posent des questions, si vous voulez bien vous identifier l'institution, l'organisme, la compagnie pour laquelle vous travaillez. Monsieur. Bonjour, Martin Saint-Pierre, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Shawinigan. Ce que je comprends dans vos propos, M. Taillefer, quand vous résumez l'ensemble de vos activités d'entrepreneur, il y a beaucoup de points de convergence. La créativité, évidemment, l'innovation, de changer ces modèles d'affaires-là. Et vous avez accepté un nouveau rôle hier qui a été lancé par la ministre Anglade pour la grappe industrielle sur les véhicules intelligents et innovants. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà cette flotte de véhicules-là que vous développez à Montréal avec les Théo Taxi. Comment les régions du Québec vont pouvoir bénéficier, avec ce que vous savez, comme président de ce comité-là, comment les régions du Québec vont pouvoir bénéficier de cette grappe-là. C'est un peu différent des discussions que vous allez avoir ici dans les 2 prochains jours, mais il y a un dénominateur commun qui est quand même l'innovation avec ça. Rapidement, parce que c'est du transport, mais le transport, tout est dans tout. Hein? Puis si demain matin on veut une stratégie avec un Amazon québécois, avec des médias qui sont puissants, ça va nous prendre aussi du transport. Et Théo, aujourd'hui, est beaucoup plus large que du taxi. On s'en va dans la livraison, dans le transport scolaire, dans l'autobus, et on rentre dans le camionnage. On va annoncer une grosse transaction dans quelques semaines, quelque chose d'assez spectaculaire, camion électrique Montréal-Toronto, 100% électrique. Je pense que l'électrification du transport n'est pas une panacée. Il faut réinventer la mobilité intelligente. Il faut revoir notre façon de se déplacer. Et aujourd'hui, la voiture individuelle est le facteur numéro 1 d'appauvrissement collectif et individuel. C'est un facteur d'appauvrissement incroyable. Il faut diminuer la voiture individuelle et c'est pas vrai qu'en région, ce n'est pas possible. Je pense au contraire qu'en région, c'est plus facile à introduire qu'à Montréal. Pour plusieurs raisons, là, mais c'est plus facile à introduire qu'à Montréal. La densification ne se fait pas qu'à Montréal. On voit des densifications aujourd'hui qui se passent dans un paquet de villes du Québec. Les gens veulent revenir plus proches l'un de l'autre, marcher pour aller consommer de la culture, consommer du commerce, aller travailler, parce que le bonheur aujourd'hui, c'est d'habiter dans une communauté où les gens nous reconnaissent. Alors, c'est une tendance lourde qui va affecter aussi les régions, affecter au sens positif, va affecter aussi les régions. Et je vois ça, en fait, dans le transport, en plus de ça, il y a énormément d'entreprises qui sont à l'extérieur de Montréal. Des centres de logistique, des centres de distribution, des manufacturiers qui sont à Valcourt, qui sont à Baie-Saint-Paul, qui sont un peu partout dans le Québec. Alors, il y a beaucoup de potentiel pour le développement en région. Excusez-moi d'avoir directement voilà. sur la... Oui, je suis dans le fond, je suis un peu comme une génie, je me déplace comme ça. Ce qui est une autre référence au 20e siècle. Monsieur le Président, bonjour, M. Taillefer. Mon nom est Marc-André Mongrain. Je suis le fondateur du website culturel sortu.ca. On fait également partie d'un regroupement de médias culturels qui s'appelle Culturcible, qui est justement une coopérative. On s'est justement réunis dans l'idée d'aller chercher des revenus publicitaires ensemble et de partager des ressources. Donc, vous devinerez que votre idée que vous avez mentionnée vers la fin de votre présentation est tout à fait intéressante pour moi. Et je suis un peu curieux de savoir si votre idée justement de faire des regroupements de médias, est-ce que c'est vraiment l'idée d'aller regrouper l'ensemble des médias de tout genre ou s'il y a plutôt des
plus petits regroupements qui peuvent se faire. Parce qu'évidemment, dans le milieu de la culture, une des fâcheuses tendances au Québec, c'est d'investir beaucoup dans des nouvelles initiatives sans considérer ce qui existe déjà sur le terrain, ce qui est évidemment un peu fâcheux pour ceux qui travaillent par là-dessus. Alors, je vous dirais la chose suivante, quand on parle aujourd'hui d'une coop, on parle d'une coop pour, selon moi, les grands outils qui se doivent d'être mutualisés. On ne peut pas avoir 21 régies publicitaires au Québec, c'est impossible. On ne peut pas avoir 21 Facebook, on ne peut pas avoir 21 YouTube. Si on peut gagner, il faut qu'on mette tous nos efforts ensemble, qu'on en mette un en place. Et après ça, par contre, toute cette plateforme mutualisée-là va être au service d'un paquet de joueurs, que ce soit Jessica, que ce soit Mishmash, que ce soit Capital Média, les grands joueurs, mais des coops comme vous, des gens comme Caribou, des gens qui aujourd'hui ont de la misère à survivre parce qu'ils ne sont pas capables de rejoindre les annonceurs parce qu'ils reçoivent des CPM d'$1. Si demain matin on a un meilleur contrôle là-dessus, on va être en mesure de faire vivre tout le monde parce qu'on va être en mesure d'avoir offrir un outil très performant aux Québécois. Ça veut dire aussi de réfléchir à des technologies, de savoir si quelqu'un rentre dans un commerce suite à avoir lu. Il faut penser à toutes sortes de choses qui vont nous permettre d'être beaucoup plus, aussi performants, mais moi j'aime mieux dire beaucoup plus performants que Google et Facebook. Voilà. J'ai plusieurs questions, il reste à peu près 5 minutes, fait que, où on répond succinctement aux 2-3 questions qui restent, où on... D'accord. Voilà. Je fais ça très vite. Je fais de la production documentaire. Puis, en cinéma, souvent, on parle des entreprises sans avoir de plan d'entreprise, sans penser même une seule minute à la rentabilité. On a un projet, on s'incorpore, puis après, on voit. Ça fait plusieurs mois que je pense, est-ce que, vous parliez d'entrepreneuriat social tantôt, je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu la pratique de tout le monde. Est-ce qu'on gagnerait à se regrouper, par exemple, dans une chambre de commerce culturel, pour partager des enjeux communs, parce que c'est rare qu'entre gens de culture, on parle de croissance, de recherche-développement, de financement, d'exportation uniquement. Ou est-ce qu'au contraire, on doit investir les regroupements, les chambres de commerce actuelles pour justement changer la perception des gens de la culture, pour qu'on soit vu comme des entrepreneurs comme les autres? Donc, est-ce qu'on se regroupe en nous pour partager nos enjeux ou est-ce qu'on va se Alors, comme on m'a demandé d'être succinct, la réponse à ça, c'est oui et non. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'être dans votre secteur industriel, des réunions comme aujourd'hui qui ont été organisées, c'est formidable. Si on était capable d'avoir ce forum-là une fois par année, l'année prochaine, quand ça va être refait, je ne savais pas là, ce que c'était si hot que ça. Là. Non, mais quand j'ai vu la liste de tout le monde qui était ici, j'étais comme fuck, comment ça se fait que j'ai pris un rendez-vous à Montréal à 3 heures aujourd'hui? Mais donc ça, c'est travailler tous ensemble, c'est on partage la poudre, notre poudre, qu'est-ce qui fait le secret, comment est-ce qu'on est en mesure de fonctionner. Mais c'est vrai que de s'impliquer dans les chambres de commerce, c'est aussi très important de rayonner de façon régionale, de convaincre les maires de l'importance d'investir dans du design, dans de l'architecture, dans de l'urbanisme, dans de la culture, parce que l'évolution des villes, c'est ça. Là. Alors, c'est très important que vous le fassiez. Vous êtes une évangéliste. Malheureusement, ça n'est pas bien payant être évangéliste, mais il faut continuer à le faire. Alors, on prend 2 questions pour conclure. D'abord, ici, monsieur, identifié. Bonjour, succinctement, Yann. Parler de développement intelligent des villes, mais aussi, évidemment, souvent, on voit qu'on a donné les clés aux entrepreneurs et aux promoteurs, on a oublié de garder le double, donc ça donne une espèce d'étalement urbain particulier. Mascouche n'est pas la ville de l'automobile pour rien. Comment croyez-vous que, dans un contexte où souvent on voit la culture comme un mode d'expression et non comme un mode d'identité, on peut influencer le développement des villes pour avoir un développement intelligent, surtout dans cette transformation? Écoutez, c'est une question à développement multiple, là, mais je répondrai rapidement. En ayant la culture forte dans la ville, on a vu des erreurs qui ont été faites. On a vu des centres culturels qui se faisaient à l'extérieur du cercle naturel de la ville. La ville de Saint-Hyacinthe est passée très très proche d'installer son centre culturel de l'autre côté de la rivière. Et finalement, le centre La Sonde a été ouvert pas loin de l'ancien marché. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Saint-Hyacinthe, c'est formidable. Il y a une redensification de ce lieu-là. Les gens ont fait revivre le marché
marche le soir, c'est formidable. Alors, il faut que toute une question de concentration. Il faut concentrer les efforts, concentrer les galeries, concentrer les centres culturels dans un endroit. À Montréal, on a la chance, nous, de pouvoir avoir peut-être une trentaine de milieux de vie. Vous n'avez pas ce luxe-là nécessairement en région. Alors, il faut concentrer nos efforts dans un milieu de vie et pouvoir développer pour que les gens viennent là le soir pour consommer. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de la voiture, je pense que ça va prendre des mesures ostracisantes. Et les mesures ostracisantes aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte à quel point est-ce que la société subventionne la voiture individuelle, et ça va prendre, je pense, et c'est la chose que j'ai dite dans ma vie qui m'a rendu le plus impopulaire, il va falloir qu'on établisse un seuil minimum pour le litre d'essence, il va falloir qu'on établisse des taxes kilométriques, parce que les gens ne se rendent pas compte du coût réel pour la société de l'étalement urbain. Une dernière question ici. Bonjour, Julien Vamary, Conseil des Arts de Montréal. Au Conseil, on essaye de développer la culture philanthropique des organismes artistiques. On est très en retard encore au Québec. Vous êtes un philanthrope très engagé, vous le dites, vous le faites savoir. On constate que le milieu culturel a beaucoup de mal à embaucher des professionnels, contrairement à d'autres secteurs. Et il est très en retard. On est dans un changement démographique. Il y a une grande richesse au Québec. Malheureusement, l'individu ne le soutient pas suffisamment au-delà de la consommation. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à changer rapidement cette donne et compléter l'État, compléter le milieu industriel et les entrepreneurs? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il y a un grand danger à essayer d'augmenter la dépendance sur la philanthropie. Je pense que c'est aujourd'hui, ça permet une mainmise sur quelques personnes qui ont presque le droit de vie ou de mort sur des institutions culturelles. Il faut aujourd'hui bien plus développer des approches où on va faire des 5 piastres, des 10 piastres, des 20 piastres en vendant des billets que de compter sur des 50 000 qui sont là aujourd'hui et qui ne seront pas là demain. Et au Musée d'art contemporain, je mets beaucoup d'emphase sur le renouvellement de notre membership, je mets beaucoup d'emphase sur les entrées. Oui, on est capable d'aller chercher de la commandite, on est capable d'aller chercher de la philanthropie, mais on le gère non pas dans nos OPEX, on le gère de façon extrêmement parcimonieuse. Alors, je vous donne un exemple. Au Musée d'art contemporain, l'argent rentre dans une fondation et on a un mécanisme aujourd'hui qui dit 50% des revenus que la fondation va générer dans une année, incluant ses retours, s'en vont dans le budget du musée, mais pas plus que ça. L'enjeu que vous allez voir en philanthropie, c'est que les gens vont mettre ça dans leur OPEX et après ça, ça met l'organisme dans un statut de précarité extrême. Il faut faire très attention. Alors, comme c'était la dernière question, puis je ne peux pas m'étendre sur le sujet, c'est le genre de truc que j'aurais aimé discuter avec vous pendant beaucoup plus longtemps. Ben, alors, il ne me reste plus qu'à te remercier, Alexandre. Je sais que, je veux le dire, tu as été très généreux parce qu'on t'a invité par SMS, puis 15 secondes après, on savait que tu venais, même si tu n'avais pas la liste des invités. Donc, je te remercie, c'était très généreux. Pour moi, on ne l'avait pas du non plus. C'est un peu Monique pour toi, finalement. Chacun sa terre. Hey, merci.